moi, quand je vois ça se faire opérer par un robot, immédiatement, j'ai cette scène d'Alien qui me vient en tête, hein, où dans le vaisseau spatial, hein, on voit tous l'héroïne qui se met toute seule sur le truc. Vous seriez prêt, vous, là, aujourd'hui, à vous faire opérer par un robot, là ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Génération IA. Alors je vous rappelle, Génération IA, c'est cette émission que nous produisons qui a pour objectif de discuter, d'échanger autour de l'IA, alors générative ou non. Et pour ce faire, j'aime bien m'entourer d'un certain nombre d'experts, de gens qui, sans concession, vont pouvoir parler de l'IA. Donc pour ça, j'aime bien avoir des gens qui font l'IA, des gens qui utilisent l'IA, des gens qui sont, pourquoi pas, fascinés par l'IA, ou d'autres qui sont peut-être critiques vis-à-vis de l'IA. J'aime bien qu'on ait un parler vrai dans cette émission. Alors pour ce deuxième épisode, on va faire un focus sur un secteur d'activité un peu particulier dans lequel il se passe énormément de choses autour de l'IA, pour lequel il y a énormément d'idées reçues, parfois beaucoup de méfiance. Je veux parler du secteur de la santé. Alors pour ce faire, je me suis entouré de trois spécialistes je vais vous présenter. Je vais commencer par Yannick. Yannick, tu es responsable R&D chez Davy. Donc vous créez des humains digitaux. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous confirmer que tu es bien réel et puis nous dire quelques mots sur concrètement ce que vous faites chez Davy ? Bonjour, effectivement, je suis bien réel, je suis bien dans le canapé, là, bien installé avec vous trois. Donc oui, Davy, on fait des humains digitaux qui sont plutôt des employés digitaux et comme on est dans le domaine médical, parfois ce sont des assistants pour les médecins. Davy, c'est une société innovante qui propose une plateforme d'intelligence artificielle qui permet justement à nos clients de construire leurs employés digitaux. Magnifique. Merci Yannick. Alors Didier, tu es directeur commercial France chez Visus. Visus, vous êtes spécialisé dans le traitement et la gestion des données médicales. Est-ce que toi aussi tu peux nous dire un petit peu plus de choses sur Visus ? Oui, bien sûr. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, quitte à parler vrai, on ne fait pas de l'IA chez Visus et on n'utilise pas directement l'IA chez Visus, comme ça au moins ça mérite d'être posé. En deux mots, Visus, depuis 24 ans maintenant, est une entreprise d'origine allemande qui n'a qu'un seul unique métier, qui consiste à aider les écosystèmes de santé, établissements de santé, groupements hospitaliers, médecine de ville, à agréger toujours plus de données de santé, quel qu'en soit leur format et lieu de production d'origine, dans une seule et unique plateforme pour faciliter l'exploitation de ces données de manière la plus rationnelle et efficiente possible. Et c'est peut-être là où la connexion avec l'IA commence à se faire. D'accord, oui, finalement, l'IA sera qu'un connecteur de plus pour venir utiliser les données qui sont déjà récoltées par ailleurs. Chez les 1500 clients qu'on a dans le monde, dont 900 hôpitaux, on agrège toutes ces données pour les servir en mode consommation à tout l'écosystème. Et par définition, dans l'écosystème, il y a de plus en plus d'IA, ça sera l'objet de la journée. Super. Merci Didier. Alors je finis avec Antonin. Antonin, on se connaît bien puisque, comme moi, tu fais partie de la grande maison Dell. Tu es Global Account Manager Healthcare chez Dell. Est-ce que tu peux un peu préciser ce rôle ? Alors oui, effectivement, merci Sébastien, merci pour l'invitation. Donc moi j'ai effectivement un rôle de BDM, on va dire, donc de Business Developer. Alors c'est un acronyme, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est comment agglomérer un écosystème assez large, et on sait que le secteur de la santé est un secteur très très large, donc multiple, et donc pouvoir agréger l'ensemble des acteurs qui y gravitent pour pouvoir offrir des solutions finalement à nos clients finaux à travers des solutions bout en bout. Voilà. Alors, tu viens de le dire Antonin, il y a beaucoup de bruit autour de l'IA dans le monde de la santé. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour autant. Et il y a énormément de sujets. Je pense que tous les trois, dans votre introduction, vous l'avez déjà évoqué. Donc à tel point que ce que je vous propose, c'est qu'on découpe cet épisode en deux parties. Dans une première partie, on va s'intéresser à l'IA comme un nouvel outil médical. Et dans la deuxième partie, on verra comment est-ce que l'IA peut aider les différents praticiens à encore améliorer leurs pratiques
améliorer leurs pratiques ou peut-être disposer de plus de temps pour mieux servir leurs différents patients. Alors, l'une des premières questions qu'on peut se poser à propos de l'IA, c'est justement, est-ce que ce n'est qu'un bruit? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans les établissements de santé? Qu'est-ce qui existe depuis des années? Qu'est-ce qui est déjà une réalité? Et qu'est-ce que l'on voit venir au travers de nos différentes interactions autour de cet événement de santé? Qui veut se lancer? Antonin, peut-être? Allez, oui, je vais commencer. Bon, je pense que vous allez être tous d'accord. L'IA a démarré en santé, surtout sur l'imagerie. Donc évidemment, sur l'arrivée de la numérisation, finalement, la fin du film, on va dire photographique, pour démarrer sur la partie électronique, et c'est ça qui a été le grand chambardement finalement, c'est que l'image se retrouve sur un ordinateur, sur des écrans, donc sur des disques durs, et donc c'est des bits and bytes, c'est du 1 et du 0. Finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire plein de choses et c'est ça qui est génial. Donc l'idée c'est que l'image s'est améliorée, la résolution s'est améliorée, donc on a pu affiner les diagnostics, d'abord sur de l'image noir et blanc, en haute définition évidemment, et puis après en couleur petit à petit, toujours en 2D évidemment, on a commencé à faire des coupes petit à petit, et aujourd'hui ce qui est génial c'est qu'avec l'IA on arrive à modéliser par exemple des tumeurs en 3D et pouvoir facilement les traiter, on va dire, en 3D, ce qui n'était pas encore le cas il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, quand on traite une tumeur cancéreuse, il y a 20 ans, on avait moins de chances d'y arriver qu'aujourd'hui. Et on estime que dans 5 ou 10 ans, on aura beaucoup plus de chances d'y arriver parce qu'on sera assisté par des machines qui viendront justement assister j'allais dire l'opérateur, mais le chirurgien, à aller taper dans la tumeur au bon endroit, et donc éviter certaines récidives. C'est qu'un exemple. Mais l'imagerie est vraiment le premier vecteur qui a permis à l'IA de s'implanter en santé. Aujourd'hui, on voit multiples workloads qui s'ouvrent. Il y a la partie génomique qui est un des sujets essentiels. Parce que le génome, c'est aujourd'hui le moyen pour nous de comprendre pourquoi on tombe malade, pourquoi on déclenche un cancer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi notre corps réagit de telle ou telle manière. Donc là, on rentre dans la partie recherche fondamentale finalement, où on essaie de trouver les molécules qui vont permettre d'aller taper sur les gènes qui sont responsables de ces gènes, de nos gènes, qui sont responsables d'une tumeur. Alors Didier, Antonin vient d'évoquer avec nous plusieurs sources de données et il a lié ça à la numérisation. Globalement, aujourd'hui, peut-être avec l'œil central qui est celui dont vous disposez chez Visus, quelle précision tu peux emmener par rapport à tout ça? Oui, alors juste pour rebondir sur ce que disait à l'instant Antonin, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est un véritable tsunami, c'est plus qu'une évidence. Je pense que le nier serait être d'une grande mauvaise foi. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que quels que soient les usages que l'on veuille servir, le premier étage de la fusée, c'est de faire gagner du temps au médecin pour, en fin de compte, lui permettre d'avoir un temps médical plus expert sur des sujets beaucoup plus précis et beaucoup plus en profondeur. Donc ce gain de temps-là, quand on sait à quel point on manque de médecins en France, est fondamental, crucial, au-delà de la précision qu'apportera l'outil IA au sens large du terme, à être beaucoup plus, c'est qu'à le dire, chirurgical sur la prise en charge et le traitement de telle ou telle pathologie. S'agissant des données qui servent à alimenter précisément l'IA, c'est ce que j'avais évoqué dans mon introduction quant au métier de Visus qui consiste à agréger toujours plus de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on regarde le scope mondial, le poids des données de santé représente 30% du contingent des données mondiales. 30%. C'est pas anodin. Et au-delà de ça, ce contingent-là, ces 30%-là, augmente de manière exponentielle d'année en année. Ce qui veut dire que si on veut vraiment utiliser avec une brique d'IA pour servir un cas d'usage précis des données de santé, le premier étage de la fusée, c'est vraiment de maîtriser cette matière fondamentale de la prise en charge du patient que sont ces données de santé. Or aujourd'hui, on observe dans les établissements un éclatement, un silotage de ces données qui est le poids de l'histoire, qui est le reflet de la façon dont les systèmes d'information de santé sont organisés depuis 20, 30 ans maintenant, voire plus si affinité. On observe qu'en particulier avec l'avènement du DPI, on a créé une espèce de bulle dans laquelle on met énormément de données qui n'ont pas nécessairement vocation à y être. Il y en a plein à côté. Et notre métier, précisément, consiste à aider les établissements de santé à toujours mieux organiser leurs données, à mieux concentrer ces données brutes pour les rendre
exploitable en mode consommation à l'ensemble de l'écosystème. Et évidemment, cet écosystème intègre de plus en plus de briques d'IA pour servir des cas métiers, des cas d'usage, pour faire gagner du temps aux médecins, pour une meilleure prise en charge clinique des patients. Ça, c'est notre rôle, c'est notre métier. Et ce à quoi on se confronte aujourd'hui, et je conclurai par ça sur ce premier point, c'est que les mentalités sont extrêmement longues à faire évoluer. C'est-à-dire que ce silotage des données, ce silotage et la façon dont les systèmes d'information hospitaliers sont organisés aujourd'hui, c'est le poids de l'histoire. Et on est sur une évolution à cycle extrêmement long. Donc dire à un établissement de santé, essayez, au lieu de raisonner briques fonctionnelles d'abord, de raisonner data d'abord, précisément parce qu'on en aura entre autres besoin pour faire de l'IA sujet d'aujourd'hui, c'est un processus qui est extrêmement long à se mettre en place. Mais le point de départ, c'est mettez la main sur vos données, soyez souverain sur vos données, et après, vous commencerez à mieux les exploiter. Alors j'entends, ça existe depuis très longtemps dans le monde médical, j'entends ça peut être long, néanmoins, l'IA au sens large, on a vécu on va dire 18 derniers mois, une formidable accélération. Est-ce que vous la voyez, cette accélération dans le monde médical ? Oui, on la voit bien sûr, mais on l'a vu pendant la période du Covid par exemple. Aujourd'hui, le génome, la génomique, la science du génome, finalement, elle existe depuis aussi longtemps parce qu'on sait que finalement, c'est notre ADN qui nous régit finalement, et que quand il y a une casse dans l'ADN, c'est ce qui génère finalement potentiellement un problème. Donc le génome, c'est important. Il y a 20 ans, faire une écriture du génome, c'était complexe. On y mettait des temps et un temps monstrueux. Aujourd'hui, ça se fait en moins de 10 minutes. Donc c'est génial. Et qu'est-ce qu'apporte l'IA en fait ? Finalement, c'est les couches d'environnement technique. Alors bon, je suis chez Dell, désolé, mais en tout cas, le compute associé au GPU qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à accélérer comment on pourrait dire en vitesse lumière finalement la capacité de calcul. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est que l'IA est liée forcément à l'association des environnements d'infrastructures, des données forcément, et puis évidemment des applicatifs qui vont venir faciliter et générer finalement des résultats. Voilà. Je vais te laisser rebondir. Avant de te laisser rebondir, je voudrais juste faire un petit commentaire sur ta question. Le rapport au temps n'est pas le même. Le rapport au temps sur l'évolution d'un système d'information hospitalier en particulier est lourd, et on voit se télescoper l'arrivée de l'IA sur le fond de manière ultra rapide. Et donc ces deux cycles ne sont pas forcément synchrones. Faire évoluer un SI hospitalier est excessivement long, et simultanément, on doit absorber une vague de l'IA qui, elle, arrive de manière ultra rapide. Donc là, il y a un effet de ciseau face auquel on est confronté en fin de compte, et réussir à faire évoluer les mentalités au sein des établissements hospitaliers avec des gens qui sont contraints par leur histoire, par leur contexte, est extrêmement difficile. Ça prend du temps. Les rayures du zèbre sont un petit peu en train de bouger, certes, en ce moment, mais le rapport au temps n'est pas le même. Voilà, c'est pour prendre la médecine, mais je vais d'abord faire un petit pas de côté pour revenir sur ce que disait Antonin. Tout ce qui a été fait sur la vision artificielle, ça, c'est des travaux qui ont été appliqués dans l'industrie, qui sont revenus sur la médecine. En fait, tout a avancé parce qu'on avait un outil disponible. Après, il y a eu des problèmes de puissance de calcul, ce qui a fait un hiver de l'IA sur le siècle dernier, parce qu'on ne pouvait plus se donner les moyens de nos ambitions. Et tout ça est tombé parce qu'on n'avait pas assez de puissance de calcul pour schématiser, pas assez de puissance de calcul, pas assez d'énergie. Ensuite, on a tout ce qui est le deep learning, qui est revenu un peu à la charge, qui a mis du temps à rentrer dans les mentalités. On a vu certaines sorties. Et effectivement, tu demandais il y a 18 mois en disant « Tiens, il y a 18 mois, quelque chose s'est passé, ça change les mentalités ». Bien sûr, parce que même dans le domaine de l'IA, ça fait une rupture. C'est une révolution. Là où on était obligé de concevoir des systèmes complexes pour pouvoir parler en langage naturel, etc., on s'est rendu compte, et ça touche aux données, c'est ce que tu disais, les données sont critiques. On voit bien que dans ces larges modèles de langage, il faut un nombre de données mais inimaginable. Mais une fois que tout ça, avec la puissance machine, on utilise de l'IA dedans, on peut discuter
avec des formats avec lesquels on ne pouvait pas discuter. On met son PDF, on met un bouquin, on met une vidéo, on met tous ces formats qu'on a l'habitude de consommer de manière différente sur son téléphone, sur son ordinateur. Ça devient transparent et on peut parler avec. Et ça, je pense que, également avec le Covid, tout ça a ouvert les chakras et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de concret, donc pas de cas d'usage pour l'instant, comme le cite souvent Didier, ou en tout cas les cas d'usage, il faut absolument les expliciter, mais en tout cas, le volet technique a été un peu gommé. On a une accessibilité avec cette discussion, avec un savoir, et ce savoir, dans le domaine médical, ça a éveillé un certain nombre de médecins avec lesquels on travaille, qui maintenant comprennent ce qu'ils pourraient gagner, faire avec ce type de système. Aujourd'hui, il faut les accompagner. Alors, les cas d'usage, justement, on va en parler quand même, on va rentrer un peu plus dans le détail pour mieux comprendre, pour mieux cerner de quoi on parle. Et concrètement, où est-ce que l'IA sert aujourd'hui dans nos établissements? Alors, j'ai entendu, on a parlé d'aide au diagnostic, typiquement quand on parlait d'imagerie. Typiquement avec le Covid, on a beaucoup entendu parler de création ou d'accélération de création ou de validation de nouveaux documents. C'était le cas, par exemple, pour les vaccins pour le Covid. On parle d'Anapat, on parle de jumeaux numériques. Antonin, j'ai envie de te lancer sur les jumeaux numériques. Jumeaux numériques, moi, c'est un terme que j'entends beaucoup dans l'industrie. C'est un terme que j'entends beaucoup dans la construction. C'est un terme que j'entends beaucoup dans l'énergie. Ça veut dire quoi concrètement, jumeaux numériques, dans le monde médical? En fait, le jumeau numérique, c'est son alter ego finalement. Alors, ce qui est bien avec l'IA, en fait, c'est qu'on peut générer des données synthétiques qui sont en fait créées par le compute, qui vont permettre de créer des images ou des humains, on va dire une phase ADN finalement qui est relative à qui on est. Et en fait, on va pouvoir faire tourner, on va dire, des molécules dessus, des protéines, et voir si effectivement le jumeau numérique agit ou pas. Donc typiquement, ça retranscrit quoi? C'est je prends un médicament en tant qu'humain et on voit ce qui se passe. C'est l'essai clinique. Sauf que là, on le fait de façon numérique. Et c'est ça qui est génial, c'est que si on arrive à avoir des jumeaux numériques entre guillemets parfaits, on peut retranscrire ce qui pourrait se passer dans un corps humain, dans une machine finalement, dans un corps numérique. Et c'est tout le sujet, et les biotech aujourd'hui se lancent là-dedans à fond, parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, un essai clinique, ça peut durer des mois et des mois. On l'a vu avec le Covid, ça a été formidable. Ils ont réagi en moins d'un an en fait pour trouver une cure, un médicament ou quelque chose, un vaccin. Là, c'est pareil. Et l'idée, c'est qu'on fasse tourner, parce que le génome est complexe. C'est un livre de 400 pages sur lequel on n'a que quelques mots aujourd'hui. C'est vraiment complexe. C'est comment le génome agit et interagit les uns avec les autres. Donc en fait, l'idée, c'est de dire trouver des médicaments qui sont donc finalement de la médecine de précision pour cibler un médicament pour une personne. L'idéal, si on devait à la fin, et on va reparler je pense, c'est le médicament à l'unité finalement, qui va t'aller à toi, mais pas forcément à l'autre. Aujourd'hui, si on prend un exemple, c'est en chimio, mais aujourd'hui, on sait que le taux de réussite d'une chimio, c'est 50%, 60%. Mais demain, on l'espère, avec les jumeaux numériques, c'est pouvoir atteindre 99,9%. Et ce serait génial. Et sur un autre type de jumeaux numériques, puisque nous on fait des employés digitaux, on peut modéliser un malade. Pour un CHU, on a fait un malade à qui on va annoncer des mauvaises nouvelles. Donc on discute avec un patient pour lui dire que le patient a un problème, on lui rajoute une couche émotionnelle pour qu'il puisse avoir les mêmes réactions que pourrait avoir un humain, et en fait on entraîne des praticiens, des étudiants à annoncer ce type de nouvelles et à gérer les réactions d'un patient. Sinon, on ne peut pas le faire. Ouais, c'est là où c'est bluffant, c'est là où moi j'ai été bluffé par ce que fait David. Parce qu'effectivement, et on a testé nous aussi en interne la formation avec, alors nous pour le coup c'est pas un patient mais c'est un client, il y a zéro émotion et on voit bien qu'on parle à une machine, on a du mal quand même à se détacher de ça. Et quand on rajoute, et pourquoi? Parce que finalement il manque cette composante émotionnelle et c'est ça finalement que vous venez rajouter chez David. Voilà, c'est comment on retransmet les mêmes codes de communication qu'on a avec un humain. Donc, une partie seulement
On prend souvent l'exemple du commerçant chez qui on a l'habitude d'aller, c'est cette cordialité, cette intimité dans le sens anglais, cette présence sociale qu'on essaye de retransmettre dans nos agents en cohérence avec la discussion qu'on peut avoir. Et dans le domaine médical, c'est critique, puisque si on fait quelqu'un de très froid, on lui dit « Bon, désolé, mais vous allez mourir demain », bon là j'exagère, hein, mais le personnage, en fin de compte, avec lequel on est en train de discuter, il ne peut pas rester froid, de marbre, ou en tout cas pas tout le temps. Ce sera peut-être une personne sur 1000, une personne sur 500. Là, on a des réactions qu'il faut gérer et qui permettent justement de bien stabiliser et de bien pouvoir tester ce genre d'annonce. En fait, comme tu dis, c'est l'empathie, tout simplement. C'est comment rendre la machine empathique, finalement, pour qu'elle interface avec nous de façon la plus fluide possible. Et se dire, finalement, on n'est plus face à une machine, on est face à une intelligence artificielle, mais qui agit dans le bon sens pour l'humain, finalement. C'est ça l'idée, en fait. C'est aussi surtout de laisser un système qui puisse être prédictible pour un humain. On n'est pas obligé de se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir quelque chose dont on a l'habitude. Parce que l'empathie, au final, on la simule également comme beaucoup de choses et on essaye de ne pas aller trop loin pour ne pas avoir, parce qu'il y a des dérives dans ce domaine-là. Empathie, 90%. Vous en avez peut-être entendu parler, ça touche à la médecine, mais quand il y a des décès, il y a ce qui s'appelle les deathbots. Donc on fait un mort avec un mort, on récupère sa mémoire pour pouvoir discuter après sa mort. Et là, pour le coup, ça peut causer des problèmes sur le deuil, pour des enfants auxquels on cache le décès d'un proche, avec lequel on fait semblant de discuter en visio, pour ce genre de choses. Et il y a également Replica, où je ne sais plus de quel pays venait la personne, un de ses meilleurs amis meurt, elle en fait un double, ça devient une machine commerciale énorme, et des gens qui ont eu de l'attachement avec leur propre réplica, leur ami, on leur a dit maintenant pour avoir des émotions, des trucs comme ça, il faut payer. Et la commercialisation a créé des problèmes psychologiques chez certains humains avec l'utilisation de machines. Et ça, c'est des choses qui ont commencé dans 2016-2017, donc c'est pas récent. On imagine ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc l'empathie, oui. Mais il faut garder de l'éthique. Ouais, il faut de l'éthique aussi. On va garder de l'éthique. Alors, voilà. si l'humain est éthique finalement. Si on veut aller un poil plus loin, si on se projette toujours plus loin, on a chez Dell travaillé avec une société qui s'appelle Quantum Surgical, qui utilise l'IA pour guider des robots qui vont venir cibler donc sur un patient pour venir opérer des tumeurs. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est encore supervisé par un médecin. J'insiste sur le « encore ». Ça doit. Ça doit. Et ouais, on en parlera de ces notions d'éthique, si tant est qu'on mette de côté en se disant c'est sécure, etc. Ou de responsabilité. Voilà, parce que... mais effectivement, on va emmener l'éthique et la responsabilité. On va en parler dans quelques instants. Mais enfin, moi, quand je vois ça se faire opérer par un robot, immédiatement, j'ai cette scène d'Alien qui me vient en tête, où dans le vaisseau spatial, on voit tous l'héroïne qui se met toute seule sur le truc. Vous seriez prêt, vous, là, aujourd'hui, à vous faire opérer par un robot, là ? Je vais faire une analogie. On fait exactement confiance à la technologie là-dedans que lorsqu'on est à 130 sur autoroute dans une voiture. C'est-à-dire qu'on fait confiance à la voiture. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si la voiture est fiable, si elle va tourner, si elle va freiner, si elle va réagir précisément à ce que l'on attend d'elle. Là, à un moment donné, on délègue. Il y a une véritable délégation à la technologie. Mais c'est là où la conscience de chacun va dire « moi, je vais déléguer jusque-là », là où ton voisin va dire « je vais déléguer jusque-là ». Et chacun se détermine par rapport à cela. Mais sur le fond, moi, je considère que d'abord, ça fait partie de nos vies et aujourd'hui, l'IA est une réalité, et plus l'IA est une réalité, plus le médecin est indispensable, de toute façon. Mais on va simplement décaler, on y revient, on décale cette lisière de responsabilité avec de plus en plus de délégation à une machine dont on espère qu'elle est aussi bien maîtrisée que possible. Alors, et chacun donc a son avis et ses limites, et elles sont toutes respectables. Donc toi, Didier, t'y vas, toi ? Allez, dis oui. Ouais, pourquoi pas ? Très bien. Très bien. Je vais te dire, excuse-moi. Je vais te dire, moi, si un jour j'ai une tumeur au cerveau et qu'on me dit, voilà, tu as 99,9% de chance qu'on tape bien dans ta cellule, dans ta tumeur, tu seras tranquille après. Alors que si c'est non assisté, en quelque sorte,
Bah, tu as peut-être 50% de chance de moins. Mais je pense même que la question se pose autrement. La question, je pense même qu'elle va se poser autrement. On va te dire, soit tu refuses et là, bah, écoute, on peut rien pour toi, puis la humeur, elle va évoluer comme ça. Soit il y a une solution, c'est celle-là, qui passe par le fait que tu vas déléguer un peu plus de confiance à la machine, un peu plus de confiance à l'IA. Là, c'est un vrai cas de conscience qui se pose. C'est est-ce que je reste en l'état ou est-ce que j'accepte de déléguer une partie de ma confiance à de la technologie, en l'occurrence de l'IA. Pour moi, la question se pose comme ça. C'est tout. Parce que tu en penses. Oui, c'est la même chose quand on se fait opérer de l'œil. C'est exactement l'exemple que j'allais donner. Voilà, non, mais c'est le... Il y a plein de gens, moi j'ai raté le coche maintenant, c'est un peu trop tard, donc ça vaut plus le coup, ou ça ne durerait pas assez longtemps. Mais je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait, et quand je réfléchis, je me remets là-dedans, c'est parce qu'il n'y avait pas encore assez de personnes qui étaient passées. J'avais une impression de non-fiabilité de ce genre de technologie, mais ça a mûri assez rapidement. Et au final, si on se dit que ça vient sur le marché, ça a été validé avec plus de recul, j'y serais certainement allé. Mais là, tu es plus sur la notion de cobaye. Voilà, il y a la notion de cobaye et il y a la notion de dernière chance. Là, il n'y a pas longtemps, à Dijon, ils ont mis encore un cœur deuxième génération totalement artificiel. Il y a des gens aussi qui acceptent de se faire transplanter un organe qui n'est pas le leur. Et là, on se pose des questions sur des machines. De toute façon, on a un corps étranger aussi, quelque part. Si c'est le seul moyen de vivre, moi, je ne me poserai pas de questions. Si on peut se poser la question, si on a le luxe de se poser la question, je regarderai quel est le taux de succès par rapport à un humain. Je sais d'ailleurs, il y a quelques années, ils avaient fait un sondage aux États-Unis en demandant aux gens, vous pouvez vous faire soigner par un robot, vous avez 90% que ça se passe super bien, ou par un humain, et vous avez 50% qu'il y a une petite erreur. Et bien les gens préfèrent l'humain. Il y avait plus de personnes. C'est une enquête américaine, ça ? C'est une enquête américaine, mais qu'à quelques années. C'est posé de manière très américaine. Mais à la rigueur, c'est le cas de conscience de chacun. À la rigueur, on est citoyen, on choisit aussi de se dire, OK, je prends le risque ou je ne le prends pas, ou mon risque est plus élevé, moins élevé, mais à la rigueur, c'est la conscience de chacun. Et je pense que justement, en tant que citoyen, on se doit aussi de s'accaparer aussi un peu tout ça. On le fait avec la voiture depuis des années, parce que à l'époque, quand la technologie de la voiture est apparue, il y avait que des fous pour monter dedans. Vous savez, tout le monde va se tuer, c'est pas possible. Ou monter en montgolfière, par exemple, mais monter à 50 mètres, c'est pas possible. Mais tu sais, ça me rappelle une maxime célèbre. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes ont inventé le parachute. C'est ça. Il faut savoir de quel côté on se range. Voilà, par exemple. Alors justement, j'aime bien, en parlant de parachute, ou plutôt en parlant de réponse à une problématique. C'est là où j'aimerais vous emmener. On vient de voir des cas d'usage finalement, il y en a plein de multiples, dans lesquels... Et on n'en est qu'au début. Et on n'en est qu'au début, dans lesquels l'IA intervient de manière plus ou moins importante, pour rebondir sur le fait qu'on n'en est qu'au début. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, le piège serait de faire de l'IA pour faire de l'IA. Et c'est un peu le piège dans lequel beaucoup de clients, alors santé ou pas, tombent en ce moment où moi j'échange avec beaucoup de clients, avec beaucoup de DSI qui me disent voilà, la direction est revenue vers nous et nous a demandé ce qu'on faisait dans l'IA, ou nous a demandé de faire quelque chose avec l'IA. Donc il faut qu'on fasse de l'IA. Donc pour moi, c'est pas le bon angle. Je voulais vous faire réagir par rapport à ça. Alors évidemment, avec l'angle santé, hein, on reste toujours dans l'angle santé. Qui se lance ? Je peux me lancer. Je dirais, l'informatique dans sa grande masse, elle a apporté quand même beaucoup de choses en santé. Le dossier patient au départ, les données sont devenues numérisées, on parlait de l'imagerie tout à l'heure, pareil. Je pense que de toute façon, en santé, il n'y a pas de choix. Enfin, si on veut s'améliorer, et l'objectif c'est d'améliorer, et c'est pas que le soin, c'est la prévention, etc., c'est mieux guérir. On a besoin de l'outil informatique aujourd'hui. Si on coupait l'informatique, les hôpitaux fonctionneraient au tiers. Quand par exemple il y a une cyberattaque dans un hôpital, aujourd'hui il fonctionne au tiers. Hein. Enfin, je ne sors pas ces chiffres par hasard. Donc en fait, l'informatique apporte déjà des bénéfices. Après, la vraie question c'est complexité des données, comment je fais pour les imbriquer les unes aux autres, qu'elles se parlent, qu'elles me sortent quelque chose d'intelligent, quelque chose qui m'intéresse moi, en tant qu'usager, c'est ma donnée, elle doit m'apporter une solution à un problème, par exemple, ou accélérer, faciliter, de me faire gagner du temps, par exemple. Voilà, c'est des ROI
qui doivent être attendus par les usagers de l'IA, de l'informatique, en santé ou pas en santé en fait. Je vais faire un pas de côté effectivement pour répondre, et tu as employé le terme de pas de côté tout à l'heure, et pour illustrer la réponse à la question. Est-ce qu'on fait de l'IA pour faire de l'IA parce que c'est à la mode et parce que ça fait bien sur la photo, ou est-ce que ça sert véritablement à un usage parce qu'au fond on a un patient à prendre en charge, et devant le patient on a un médecin qui doit traiter une pathologie. J'ai en mémoire une présentation un jour qu'on a faite avec Visus à un ensemble de DSI, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et on avait fait une présentation sous un format relativement technique. La plateforme Javix, en termes d'intégration de données, elle fait ça, ça, ça et ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. L'interopérabilité se passe comme ça, comme ça, comme ça. Les données sont factorisées comme ça, comme ça, comme ça. OK. La réunion se termine, je rediscute avec un certain nombre de gens qui étaient autour de la table à l'occasion de cette présentation, et j'ai été frappé par la réponse d'un DSI qui m'a dit « Monsieur Tassin, c'est super ce que vous faites, mais je ne sais pas à quoi ça peut me servir. » C'est ma façon de répondre à est-ce qu'on fait de l'IA pour faire de l'IA ou est-ce que ça doit servir à quelque chose. Depuis ce moment-là, on a eu un déclic et on s'est dit « Mais bon sang, mais nous sommes là avec nos technologies, dans notre façon d'agréger, d'urbaniser, de factoriser ces données pour au fond servir des cas d'usage. » Et les cas d'usage chez nous sont multiples. Moralité, on ne fait pas de l'agrégation de données pour faire de l'agrégation de données parce que c'est bien sur la photo, mais parce que ça, in fine, a vocation à faire gagner du temps dans les usages des médecins. Et deuxième petit chiffre, il faut savoir que quotidiennement, toutes les études démontrent qu'un professionnel de santé perd entre 30 et 60 minutes à chercher une information dans son job. Ouais. Donc on ne fait pas de l'agrégation de données pour se faire plaisir, mais parce que derrière, on a des soignants qui sont dans des situations extrêmement contraintes. On sait tous à quel point on manque de professionnels de santé en France, tout corps confondu. Mais in fine, il y a un patient, et leur temps doit être au maximum du temps médical et pas du temps technique. Quand on préparait, tu m'expliquais aussi qu'il y a à peine un peu plus de la moitié des données qui sont aujourd'hui, des données médicales, qui sont aujourd'hui réellement utilisées par les praticiens pour prendre leurs décisions. Je dirais mal utilisées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas nécessairement bien intégrées et facilement accessibles et partageables. Je vais donner un seul exemple. Antonin parlait, et on parle beaucoup du DPI parce que ça reste, qu'on le veuille ou non, un peu l'alpha et l'oméga fonctionnel de tous les médecins. Dossier patient, pardon, parce que désolé de l'acronyme. Dossier patient informatisé, exactement. Donc le fameux DPI, en l'occurrence, c'est le point focal d'exploitation des données médicales et des processus métiers des soignants dans les établissements hospitaliers. Il n'est pas rare de voir dans un dossier patient informatisé une liste de 10, 15, 20, 30, parfois 40 appels contextuels pour aller chercher des données là où elles sont, parce que, je reviens à ce que je disais en introduction, le poids de l'histoire fait qu'aujourd'hui, l'organisation fonctionnelle d'un établissement et les données qui doivent servir des cas d'usage sont extrêmement silotées et verticalisées. Et donc, fatalement, quand on accède mal aux données, eh bien, on perd du temps et finalement, on n'utilise qu'une partie des données qui ne peuvent pas être mises à disposition, en particulier à des briques d'IA aujourd'hui, demain et après-demain, pour optimiser une analyse sur une surface, sur un socle de données plus large, pour, d'une certaine manière, être plus précis et moins se tromper. Donc oui, en effet, aujourd'hui, il y a un vrai problème sur l'accès aux données pour servir les médecins sur des cas d'usage précis, avec ou sans IA, peu importe. Ouais. Antonin, tout à l'heure, on a commencé d'évoquer, quand on parlait du jumeau numérique, tu as commencé à évoquer, on a parlé de la recherche et notamment en prenant l'exemple du vaccin pour le Covid. Et finalement, ce que j'entends là, on a beaucoup parlé du soin. Et moi, j'entends beaucoup chez toi, Antonin, ou chez l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous dans le monde IT, autour de la santé, j'entends beaucoup parler du continuum soins-recherche, alors sur lequel on ne se prive pas de rajouter IT, puisqu'on l'a vu, la composante devient de plus en plus importante. Tu peux nous en dire 2 mots sur le concept un peu ? Oui, mais en fait, c'est effectivement le continuum soins-recherche. L'objectif, c'est d'être dans un cercle vertueux. En fait, c'est le soin crée la recherche crée le soin. Donc là, on a de la donnée, les praticiens ont de la donnée, parfois mal orchestrée, c'est ce qui peut arriver, mais l'IA est là pour justement pouvoir créer par exemple de la donnée synthétique.
L'idée, c'est de pouvoir créer les algorithmes, puisqu'on n'a pas beaucoup de parler d'algorithmes pour l'instant, mais c'est de pouvoir faire les jeux d'algorithmes et tester finalement si le modèle fonctionne ou fonctionne pas, avant de lancer, on va dire, le système dans le jeu, dans la cour d'usage. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir faciliter au travers de la recherche, comme je le disais tout à l'heure, l'impact sur le génome, c'est hyper important. Quand on va commencer à bien craquer le code et à bien comprendre comment ça marche, c'est un enjeu mondial. Les laboratoires qui sont dans ces domaines-là, les biotech qui sont dans ce domaine-là, ils savent qu'ils ont une boîte de Pandore. C'est le jour où on sait que toi, tu vas potentiellement déclencher un AVC dans 25 ans parce que tu as un comportement, tu manges bien, tu bois de temps en temps, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la médecine prédictive finalement. C'est que d'être dans la prévention, ça permet finalement d'anticiper les ennuis de plus tard. Et donc, l'idée de la recherche, c'est justement de réfléchir à se dire, OK, avant de soigner, il faut que je comprenne pourquoi le corps se casse et comment je peux le prévenir. Parce qu'on a tous envie de vivre longtemps, enfin j'espère pour tout le monde, donc être le moins souvent malade. C'est ça l'idée. Et donc le continuum sur la recherche, c'est un modèle qui tourne en rond, mais dans le bon sens. Voilà. Yannick, quand on a préparé, tu m'as relaté des exemples pour le coup de projets IA qui se sont faits pour faire de l'IA et qui au final ne sont pas utilisés. Il y en a, mais justement pour revenir là-dessus, c'est parce qu'au départ, Didier disait mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est exactement ça. Si on n'a pas la donnée, si on ne sait pas ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qu'on va devoir garder comme moyen pour pouvoir faire des cas d'usage qui vont servir, là pour le coup le médecin ou le monde médical de manière globale, et le projet il est déjà mort-né. C'est même pas la peine. Donc il y a effectivement des projets où on se dit tiens, l'IA c'est génial, on va l'utiliser, et c'est souvent pas la personne qui est praticien, qui est médecin, qui dit tiens, on va faire ça, ça va servir aux médecins. Donc on arrive avec des chaussures qui ne vont pas aux médecins. Et au final, c'est rangé sur une étagère. Pour revenir sur de l'IA pour de l'IA également, au final, on voit plusieurs choses. Ce que disait Didier, au final, sur le retour sur investissement, tu en parlais aussi du retour sur investissement, c'est gérer le bruit. Tout ce bruit, toutes ces tâches qui ne servent à rien, ou en tout cas qui prennent du temps, qui peuvent être automatisées. Ça, c'est un des premiers aspects, c'est vraiment bien analyser les pratiques avec les gens qui sont à l'intérieur, avant de dire il faut de l'IA pour le faire. Des fois, nous, on dit tiens, là, c'est ça ta problématique, on a déjà sur l'étagère quelque chose, il n'y a pas d'IA. Mais ça va te permettre d'avoir, je dis n'importe quoi, mais un formulaire pré-rempli, puisque tous les jours, tu mets 80% des mêmes données, qui sont les tiennes, etc. Donc là, il n'y a pas besoin d'IA. Parfois, il y en a besoin, mais il faut bien analyser, s'assurer qu'on a bien les données, que tout est très très bien fait et qu'au final, ça va aussi se pérenniser et évoluer. Et d'un autre côté, il y a aussi tous ces services qui n'existent pas aujourd'hui. Très souvent, on se retrouve dans un cas où on étudie la pratique, l'analyse du travail, du métier qu'on cherche à assister. On peut rajouter un assistant qui va faire des tâches qui n'étaient faites par personne au final. Je prends un tout petit exemple. Imaginons un hôpital, aujourd'hui, nous, 4, j'espère qu'on ne fait pas tous comme ça, mais on va se renseigner, on a un petit bobo, on va sur Meta, Facebook, ou sur Doctissimo pour voir ce qu'on a, et puis on apprend dans un petit texte que notre petit grain de beauté, c'est sûrement un cancer. Bon là, j'exagère un petit peu. Il y a des services qui n'existent pas aujourd'hui en France, avec des prédiagnostics qui pourraient être faits en discutant, qui pourraient être gérés par des médecins, des vrais, pour faire une première consultation, et on pourrait prendre de l'IA là-dessus, et remonter les cas qui paraissent intéressants, les gérer avec, en fin de compte, des données qui sont validées et supervisées par des gens du corps médical. Donc ça, c'est un exemple que je prends simplement pour illustrer qu'il y a certains services qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on ne pourra pas compresser parce qu'ils n'existent pas. Donc il y a les deux. Alors tu soulèves, et c'est bien parce que ça va me permettre de faire la transition avec le prochain sujet. Tu viens de soulever un tout petit voile en parlant d'une application où on pourrait imaginer qu'elle soit hébergée sur du cloud public. Magnifique transition, on va parler un peu de souveraineté, on va parler un peu de conformité.
On vient de voir le comment, c'est-à-dire comment on se lance par rapport à ces différentes problématiques. On parle beaucoup des données. On sait tous que les données de santé doivent répondre à un certain nombre de sujets de confidentialité, de conformité. On ne traite pas des données de santé comme on traite des données entre guillemets traditionnelles. Typiquement, où est-ce qu'on place tout ça? Alors évidemment, il y a des enjeux avec Antonin, on va prêcher pour notre paroisse, il y a des enjeux d'infrastructure, il y a des enjeux de performance, de coûts qui plaident en faveur d'héberger ces infrastructures directement là où elles doivent être traitées. Mais typiquement, le cloud, c'est un gros mot ou c'est pas un gros mot? Ah, pas du tout. Pas du tout, non. Je vais rebondir un petit peu là-dessus, mais et je vais sortir un petit peu du champ de l'IA, parce que là, on parle de cloud plus comme étant un espace qui permet de stocker et ou archiver de la donnée. Prenons un cas extrêmement concret. Soigner un patient, ça signifie à un moment donné avoir tous les outils, y compris ceux qui intègrent de l'IA, à portée de la main en permanence. Si à un instant T, on se retrouve avec tout ou partie de son système d'information qui est indisponible, pour quelque raison que ce soit. Si tout est on-prem chez un client, chez lui, ses infrastructures, son environnement fonctionnel et ses données, si tout est coupé, le médecin, il arrive devant son écran, eh bien, il ne peut rien faire. Si on dit à un moment donné, je prends mes données, je vais les extraire, je les mets en dehors de l'endroit où se situe la totalité de mon écosystème de production, donc si d'une certaine manière je sépare les variables de l'équation, avec ou sans IA, forcément je les mets à l'extérieur. Forcément, je vais les mettre. C'est l'air gap, oui, effectivement. Mais c'est un des principes de sécurité des données qu'on préconise d'ailleurs. Donc, c'est pas un gros mot. Non, pas du tout. Il n'y a pas de religion sur le sujet. Bien sûr. Aucune. En ce qui me concerne. Je te laisse. En fait, l'IA, il n'y en a pas chez nous non plus. En fait, l'IA, elle se retrouve partout. On parle des jumeaux numériques, on parle de l'IA temps réel, c'est-à-dire l'aide à la chirurgie, par exemple, ou les avatars, donc les humains digitaux. Il faut une IA locale parce que, on va dire, les bandes passantes, on parle en microsecondes là, en tant que réaction. C'est-à-dire que quand on parle à la machine, en quelque sorte à son avatar, il faut pas qu'il y ait de latence. Il faut pas qu'il y ait de latence, il faut que ce soit fluide, sinon ça marche pas. Pareil, quand on vient mettre des aiguilles pour une tumeur, comme on l'a vu la dernière fois, pareil, c'est ultra précis. Pour d'autres cas d'usage, on peut avoir son IA à l'extérieur. Il y a une application GPS très connue qu'on a sur ses smartphones. Elle n'est pas sur le smartphone. Hein. Elle est quelque part sur un serveur XY. Bon, et pourtant, c'est un peu de l'IA, hein, puisque ça te permet de te diriger dans Paris en évitant les bouchons, par exemple. C'est un peu pareil. Donc l'IA, elle peut se retrouver finalement dans plein d'endroits. Paris ou ailleurs. Hein. Ou ailleurs, pardon, excuse-moi, pardon. Mais juste pour revenir sur les cas d'usage et pourquoi l'IA et pourquoi pas l'IA, etc. Moi, j'aimerais juste revenir sur en fait le principe de l'IA Factory, parce que c'est ça le vrai enjeu. Il faut apporter les socles, c'est-à-dire les cas d'usage d'un côté, les datas de l'autre. On l'a vu que c'est pas toujours facile, mais les cas d'usage, on peut y arriver, parce que si on écoute bien les praticiens, on sait ce qui leur fait mal. Et l'objectif, c'est d'apporter une solution là où ça fait mal. C'est le principe un peu du commerce quand même, hein, sinon on ne vendrait pas. Donc c'est comment je fais pour avoir mes données d'un côté, de l'autre côté mes cas d'usage, et après c'est les couches qu'on vient mettre au milieu pour venir faire fonctionner l'ensemble. C'est ce qu'on appelle l'IA Factory, chez Dell c'est bien connu maintenant. Donc c'est les couches d'environnement avec le compute, c'est la partie applicative avec les microservices, la containerisation, les librairies applicatives aussi qui viennent faire fonctionner ces microservices à vitesse lumière. Et puis, c'est évidemment les couches de services pour, on va dire, apporter la composante vers l'utilisateur finalement. Et si on a cet environnement, cette bulle qui est fonctionnelle et qui répond aux enjeux, on a tout gagné. On a répondu à l'enjeu finalement. Ouais, alors pour autant, et petite question provoque comme ça, est-ce qu'on a besoin d'avoir un super serveur avec des super cartes GPU, et je ne donne pas de marque, ni pour l'un ni pour l'autre? Je peux pas, mais tout le monde suivait mon regard. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour faire de l'IA? Oui, bien sûr.
C'est de la puissance de calcul, l'IA. Donc oui, on a besoin que ça tourne vite. C'est le sujet quand même. Sans puissance de calcul, on ne pourrait pas avoir tout ça. On ne pourra pas avoir tout ça. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça dans chaque hôpital? Pas forcément, mais ça dépend du cas d'usage. Est-ce que c'est une IA à temps réel? Est-ce que c'est une IA à distance? Est-ce que la donnée qu'on utilise doit être souveraine chez soi et donc protégée? Ou est-ce qu'on peut se dire, ouais, c'est pas très grave, ma donnée, elle est à l'extérieur parce qu'elle n'a pas de valeur pour des raisons XY. Mais d'ailleurs, oui, c'est ça, ça peut être les deux. Mais oui, bien sûr. Et en fait, c'est l'hybride. En fait, il n'y a pas de vraie réponse. En fait, c'est hybride. Absolument. C'est hybride. Et pour revenir sur le cloud, une religion, c'est pas une religion pour les gens qui travaillent et connaissent un tout petit peu. C'est une religion pour certains établissements ou pour certaines personnes qui descendent une porte en fer et font « c'est hors de question, je veux tout chez moi » et il n'y a rien qui sortira. Donc des fois on peut être confronté, ça peut être un frein à propos de l'IA, de cas d'usage, d'exploitation des données. Donc c'est plutôt un frein, mais plutôt chez les gens avec qui on pourrait travailler. Parce que, bon, pourquoi pas, hein, c'est une position qui peut s'entendre, il peut y avoir un contexte. Exagéré ou pas, hein, il y a parfois des vrais contextes réels pour lesquels on ne peut pas effectivement sortir, mais effectivement, on a besoin d'avoir de la puissance de calcul importante, quelque part. Elle peut se trouver dans le cloud, hein, c'était ma question provoque de tout à l'heure. Elle peut être directement au plus proche de son usage, mais en tout cas, on en aura besoin. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette première partie. Donc, on a abordé plein de sujets hein, finalement autour de l'IA. Encore une fois, pour comment est-ce que l'IA aide les médecins à mieux nous soigner. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la deuxième partie, dans laquelle on va s'attarder sur finalement comment on va, avec l'IA, aider les médecins à gagner du temps. Que ce soit en les déchargeant d'un certain nombre de tâches ou que ce soit en leur permettant d'être plus efficaces sur les tâches qu'ils réalisent. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve très très vite pour la deuxième partie de cette discussion.